Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 24 septembre 2013, les Guinéens seront aux urnes pour élire leurs députés. Depuis le 24 août déjà, vous le savez, la campagne est lancée pour ces élections législatives. En collaboration avec le ministère de la Communication, le Conseil national de la communication a mis en place un programme pour vous faire comprendre, vous faire pénétrer les programmes des différents partis politiques. Vous avez d'abord, et vous avez commencé à suivre depuis ce 23 août, 5 minutes pour convaincre, où les partis politiques viennent s'exprimer, d'abord se présenter à vous et dire quels souhaits ils ont pour ce peuple et quel appel lancent aux électeurs. Vous avez aussi l'invité du journal, cela s'appelle Parole aux politiciens. Chaque soir, nous recevons 2 représentants de 2 partis politiques dans le journal télévisé pour 2 minutes 30 chacun. Tout cela pour faire parvenir aux électeurs ce que les partis pensent de leur programme et ce qu'ils promettent à la Guinée. Vous avez surtout ce plateau que j'anime à partir de ce soir avec Aminata Sangaré de NAL. Ce plateau s'appelle Programme Croisé. 8 partis politiques seront donc chaque lundi et chaque jeudi sur vos écrans pour croiser leur programme et parler de la Guinée, parler de la campagne, mais parler aussi de leur vision de l'Assemblée nationale et des lois qui y seront. Ce soir donc, nous avons 8 partis invités. C'est le premier groupe. Il s'agit de l'UFDG, du PDG RDA, de l'UNED, du PUSCG, de la NGR, de l'UFR, de l'UFD et du GUD. Pour nos invitations, nous avons reçu sur ce plateau Aminata Sangaré. Oui, pour cette première séance, comme vous l'avez dit, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui sera représentée à ma droite par M. Alou Kondé, qui est secrétaire général du parti. Ensuite, vous avez M. Daouda Kanté, qui est chargé de campagne de l'Union des forces démocratiques. Ensuite vient toujours à ma droite le parti UFR, entendez, Union des forces républicaines, qui sera représenté ici par Barry Saikou Yaya, qui est secrétaire général national des jeunes. Vous aurez aussi la NGR, entendez, Nouvelle Génération pour la République, représentée par Abdoulaye Ba, qui est chargé des affaires politiques et de la stratégie. Ensuite, Madame Adja Fatou Kamara, qui est présidente du parti. Elle est aussi candidate à l'uninominal de Matoto. Elle est du parti de l'Union et de la Solidarité de Guinée. Monsieur Django Keita, qui est secrétaire général aux affaires extérieures, candidat à l'uninominal de Dalaba. Il est de l'UNED, entendez, Union nationale pour l'égalité et le développement. Merci Aminata Sangaré. Vous êtes parti pour les élections législatives. D'abord, qu'est-ce qui a poussé vos partis respectifs à être candidats à ces élections, à participer à ces élections? Pourquoi participer à ces élections législatives? Comme vous le savez, c'est l'occasion qui est donnée aux citoyens guinéens d'apporter leur contribution et leur vision pour le développement de notre pays, pour nous dire quel type de société nous voulons bâtir. Et je pense que c'est le lieu le plus approprié pour que ce débat puisse avoir lieu, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de participer à ces élections législatives, afin que le projet de société que nous avons confectionné, que nous ambitionnons pour le peuple de Guinée, puisse être mis en œuvre. Nous espérons donc que l'occasion nous sera donnée par un résultat positif pour nous permettre vraiment de nous exprimer au Parlement. Voilà, merci. Monsieur Daouda Kanté de l'UFD, Union des forces démocratiques. Votre explication par rapport à la candidature aux législatives prochaines? Merci. En fait, notre candidature également est justifiée par le fait que nous pensons que la société guinéenne mérite une organisation meilleure que maintenant,
Et nous pensons que si nous avons un électorat important nous permettant de nous exprimer au Parlement, nous pouvons inverser la tendance pour que la Guinée sorte du marasme qu'il a tout le temps investi depuis bientôt 50 et quelques années. Et nous vivons la même situation et c'est le perpétuel recommencement. Nous pensons que la mise en place d'un Parlement qui représente vraiment la volonté du peuple permettra de sortir la Guinée de cet état. Merci. Monsieur Barry Sekouyaya de l'UFR, Union des forces républicaines. Merci. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir sur ce plateau pour parler de notre ambition pour la Guinée. Nous estimons qu'un parti politique est créé pour participer au débat et participer à la gestion de la chose publique. Cela dit, ces élections législatives doivent nous permettre d'avoir des représentants à l'hémicycle qui doivent discuter les projets que proposerait l'exécutif et que nous-mêmes aussi nous avons le devoir de voir clair et de proposer à la Guinée notre manière de voir que l'État doit évoluer. C'est notre ambition. Nous espérons qu'à travers ces élections, à travers les résultats de ces élections, nous serons représentés et nous pourrons à ce moment participer activement à la vie politique de la nation, à l'orientation de la vie publique et à la direction des choses publiques dans les conditions pour améliorer la condition de vie de nos populations que nous recherchons tant. Merci Monsieur Barry. À présent, Monsieur Keita Django, qui est secrétaire général des affaires extérieures, qui est candidat à l'uninominal d'Alaba. Vous êtes de l'UNED. Merci. Je suis aussi très heureux d'être parmi vous pour parler un peu de nos ambitions pour les législatives et surtout qu'est-ce que nous voulons faire dans l'Assemblée. Effectivement, ce que les collègues ont eu à dire, c'est que nous avons passé trop de temps, nous avons perdu trop de temps et nous avons besoin de changer les choses et pour améliorer la situation de la vie des Guinéens. Et nous avons un constat. Et quand on se promène dans nos villages, moi-même je l'ai fait, je suis parti dans des villages où j'ai quitté il y a 50 ans. Je suis revenu, j'ai vu que les mêmes rues sont là, les mêmes cases sont là. Et j'ai compris que nos populations n'ont pas la voix au chapitre. Et c'est pour exactement exprimer la voix du peuple que nous avons porté notre candidature. Merci. Madame Adia Fatou Kamara, présidente du parti PUSG, parti de l'Union et de la Solidarité guinéenne. Vous êtes l'une des rares femmes leaders de parti en Guinée. Expliquez-nous un peu votre choix pour participer à ces législatives. Madame, je vous remercie très bien d'être parmi vous aujourd'hui. Vous voyez que même sur la table ronde, il n'y a que 2 femmes et qu'il y a plein dans les partis les femmes. Nous avons créé en vigueur ce parti pour parler des lois femmes et les lois de la démocratie en République de Guinée. Parce que nous voyons que les femmes sont ségrégées. Les femmes sont minimisées. Les femmes ne sont pas sur la table ronde des prises de décision de la République de Guinée. Nous voulons en participer. Nous voulons que les femmes, que nous soyons très nombreuses au lieu de prise de décision. C'est pour cela que ce parti est créé. Et c'est pour cela que ce parti s'est présenté à la législative. Il s'est présenté à la présidentielle. Ça n'a pas eu de jour. Et puis on nous dit, on parle de candidats malheureux, et nous ne sommes pas des candidats malheureux. Nous nous sentons fiers parce que sans femmes, sans hommes. C'est les femmes qui donnent vraiment l'unité. C'est pour cela que le parti est dénommé Unité. Et ce n'est nous, les femmes, qui donnons la solidarité.
c'est la solidarité qui est là. C'est ce qui fait le développement d'un pays. Et nous insérons la jeunesse, les femmes, pour que vraiment ce pays-là ait le droit et la justice vraiment à profit de notre population. Merci. Voilà, j'espère que le message est passé au niveau des femmes. À présent, nous avons M. Abdoulaye Ba, qui est chargé des affaires politiques et de la stratégie à la NGR, entendez, la nouvelle génération pour la République. Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Mais avant de commencer, je vous dis bonjour à vos milliers de téléspectateurs à travers la Conakry et à travers la Guinée. Oui, la NGR est tout à fait partante pour ces élections législatives qui auront lieu le 24 septembre. Cela étant dit, oui, la NGR veut tout simplement symboliser sa participation à la création d'un État démocratique et viable, raison pour laquelle nous avons choisi notre candidat pour ces législatives. Ça, c'est un. Donc, l'édification d'un État de droit. Premier facteur. Deuxième élément, nous voudrions que la Guinée soit dotée finalement, depuis plus de 4 ans que ce pays est indépendant, d'une assemblée représentative de ses citoyens. C'est la première mission d'une assemblée nationale, être le contenu des représentants de la nation, toutes tendances idéologiques confondues. Donc, à travers, n'est-ce pas, notre participation au débat au sein de l'Assemblée nationale, à travers des commissions parlementaires qui seront mises en place pour débattre de la vie publique de la Guinée, oui, nous voudrions que nos cadres compétents, ambitieux, patriotiques puissent, disons, prendre part à ces commissions parlementaires pour pouvoir mettre en place des lois qui seront appliquées, qui seront mises en pratique pour que les Guinéens puissent vivre dans un État viable, respectable et respecté et prospère. Voilà, Frétas, ce qui est bien dit maintenant, on voit maintenant les ambitions qu'affiche chacun des partis autour de cette table. Merci donc, Ami Sangaré. Vous savez, la participation à ces élections, c'est différent selon chaque parti politique. Chacun a sa stratégie. Nous allons demander comment vous pensez participer à cette campagne qui a démarré donc, depuis le 22. Comment chacun de vous, chaque parti s'organise pour rallier les militants et les sympathisants à sa cause? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Parce que ce n'est pas seulement cette communication, ici sur ce plateau. Nous commençons donc par l'UFDG. Vous voulez qu'on vous dévoile toutes nos batteries et stratégies, et je pense que ce n'est pas le lieu le plus approprié pour dévoiler tout cela, mais qu'à cela ne tienne, vous savez, le plus important, c'est de pouvoir entrer en communion avec les citoyens guinéens, c'est de pouvoir leur parler, c'est d'aller vers eux. Et c'est ce que nous faisons, et depuis ce matin, le président du parti est parti ce matin pour Kinyabamo, pour une tournée de 10 à 13 jours environ, pour les préfectures de la Moyenne-Guinée, dans un premier temps. Donc pour essayer de rencontrer ces militants à la base, aller dans les différents hameaux, pour essayer d'expliquer, présenter un peu le projet de société et faire un peu l'évaluation de la situation actuelle du pays. Il faut dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et donner une autre alternative, et montrer qu'on peut mieux faire par le projet que nous avons. Et c'est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir expliquer que notre pays doit être un état de droit. Parce que quel que soit ce qui va être fait, quelles que soient les techniques, les compétences que vous allez emmagasiner, si dans ce pays, vous n'êtes pas un état de droit, il va de soi qu'il n'y aura pas de référence, que c'est l'anarchie qui risque de régner, où chacun risque de se faire justice. C'est pour cette raison que nous allons appuyer que l'état de droit repose sur la justice, repose sur les services de sécurité. Et à cela doit être lié, évidemment associé la bonne gouvernance, c'est-à-dire le respect des règles et des lois. Maintenant, les projets de développement technique, comment il faut faire, ça ce sont des techniques qui s'apprennent. Comment il faut monter un projet pour régler le problème de l'électricité, ça c'est des techniques qui s'apprennent. On va montrer qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent, parce qu'aujourd'hui nous avons un exemple patent, qu'on a mis beaucoup d'argent, mais le problème n'est pas résolu. C'est parce que l'approche n'a pas été la bonne.
Parce que dans notre environnement, il n'y a pas encore la bonne gouvernance. Il y a l'impunité, il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est par rapport à tout ça que nous sortons pour aller les rencontrer. Après la Moyenne Guinée, nous allons faire un tour en Basse-Guinée et après ce sera le tour de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière. Justement, Monsieur Condé, c'est législatif, cette table même est faite pour ça, pour que vous dévoiliez votre programme de société. Vous venez de nous dire que la Guinée a été toujours victime de malgouvernance. Quels sont les projets que vous, les propositions que vous aurez à soumettre à la future Assemblée nationale pour que tous ces états de fait soient corrigés? Oui, comme je vous l'ai dit, l'état de droit, d'abord les piliers de l'état de droit, c'est la justice et la sécurité. Ceci n'est pas de la justice pour tous, égalité de tout le monde devant les lois du pays. Vous comprenez qu'il est difficile de créer l'entente. Vous savez, chaque fois on dit la paix, la paix. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement. Ça veut dire qu'il y a des actes à poser pour qu'il y ait la paix. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord cet état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité. Et après, comme je vous l'ai dit, maintenant il y a des secteurs clés auxquels il faut donner la priorité. Nous, par exemple, nous allons donner la priorité d'abord au secteur éducatif et santé, qui est le secteur social. Parce que la formation de l'homme, quand vous la ratez, vous êtes parti pour des générations. Parce que l'homme, c'est pas comme la maison. Pour dire que le mur est tordu, on va là abattre le mur et puis reconstruire la maison. Non. L'homme, quand vous ratez, pour redresser, c'est tout un problème. C'est pour cela que l'éducation, pour nous, est capitale. Une fois que l'éducation est réussie, maintenant, vous regardez quels sont les secteurs où se retrouve la plus grande partie de la population. Je crois qu'on n'a pas besoin de faire des études, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'agriculture où se retrouvent la plupart des Guinéens, plus de 80% des Guinéens font de l'agriculture. Donc, bâtir des projets, et ce n'est pas en important des engrais, en faisant ceci, non. C'est de bâtir des projets avec la société, avec les paysans, pour aller avec eux. Après cela, évidemment, vous vous occuperez des infrastructures. Les infrastructures, c'est les travaux publics, c'est les télécommunications, c'est les problèmes énergétiques. Et après tout cela, contrairement à ce qu'on a pensé, ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est après seulement que nous allons mettre les mines. Nous pensons que les mines doivent être, on doit s'occuper des mines quand déjà nous avons créé de bonnes lois dans le pays, parce que c'est un secteur très complexe, très carabinier. Et où, si vous ratez le coche, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez vu les grandes sociétés qui sont venues, qui sont parties, ça pose des problèmes. Il faut donc avoir une société bien stable, qui a des lois, qui a des règlements, pour que l'extérieur, l'investisseur étranger qui arrive dans votre pays, qui vous fasse confiance parce qu'il voit que vous respectez vous-même vos lois, pour commencer par. Et après maintenant, simplement, vous pouvez parler du développement des mines, sans compter que le développement des mines, ça prend du temps. C'est des investissements très lourds, et le retour sur l'investissement est très lent, contrairement à l'agriculture, où vous investissez cette année, vous avez immédiatement le résultat. Et après ça, simplement, maintenant vous avez créé les conditions de créer des richesses, vous allez vous occuper par rapport à tout ça, de régler en même temps le problème de l'emploi, le problème d'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, ainsi de suite. Et vous avez un État vraiment qui repose sur un socle qui est bien assis, où la base est très large. Il ne faut pas commencer par le sommet. Si vous commencez par le sommet, tout le monde a le regard rivé sur cela, c'est ce qui s'est passé en Guinée. Tout le monde avait les yeux rivés sur les mines, chacun attendait que les mines nous produisent des milliards pour qu'on se développe. Et quand cela n'est pas, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Alors que si on avait donné les moyens à chaque Guinéen, où il est, de pouvoir créer son emploi, de pouvoir se prendre en charge, je pense qu'aujourd'hui qu'on n'en serait pas là, on aurait élevé peut-être plus lentement le niveau de vie de la population. Et quand le niveau d'instruction, le niveau de prise en charge est déjà fait, je pense que nous pouvons bâtir une société juste où vraiment les gouvernants respectent les citoyens guinéens par une bonne. Voilà, merci donc monsieur Condé. Je crois que la question c'était d'abord la stratégie de campagne avant, avant la présentation du programme. Mais c'est très bien fait de toutes les façons. Nous évoluons avec l'UFD, stratégie de campagne et surtout les arguments clés pour vous amener d'abord à l'Assemblée, parce qu'il faut convaincre le peuple. Bon, en fait, pour nous convaincre le peuple, c'est pas difficile. La seule option que nous avons prise, c'est le franc-parler. Il faut dire aux Guinéens ce qui est vrai. Aucun développement n'est possible lorsqu'il n'y a pas de ressources humaines. La première richesse d'un pays, c'est sa ressource humaine. Que vous ayez des tonnes et des tonnes de diamants, c'est qu'une seule personne peut faire. Des milliers de tonnes de diamants ne peuvent pas le faire. Donc pour nous, il faut fonder une ressource humaine capable
Et cela n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de corruption dans la formation, cela n'est possible que lorsque l'état de droit est bien respecté, c'est-à-dire que chacun se limite là où il doit se limiter. Nous allons dire aux Guinéens que ce n'est pas l'ethnie qui fait la solution du pays. L'ethnostratégie ne nous mènera nulle part. Le clientélisme ne nous mènera nulle part. Nous allons le dire. Nous n'allons pas donner du sou, nous n'allons pas faire du bruit. Nous allons parler aux Guinéens, nous allons leur dire ce qu'il leur faut. L'UFD est un parti constant, il a toujours parlé comme ça depuis 1991 jusqu'à maintenant. Notre cheval de bataille, c'est dire aux Guinéens ce qui est bon pour la Guinée. Ce sont vos arguments de campagne. La stratégie, quelle démarche? Comment vous allez communiquer tout ça là au plateau? Nous allons communiquer avec les Guinéens, nous allons venir dans les médias, nous allons organiser des séminaires, nous allons organiser des meetings, nous allons faire de la porte à porte pour convaincre les Guinéens, pour venir vers eux, leur dire exactement ce que nous voulons de la Guinée de demain. Parce que depuis 1958 jusqu'à maintenant, la Guinée a été gérée par un clientélisme absolu. On met celui qu'on veut là où on veut. Donc, jamais en Guinée on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dès que vous vous exprimez, on sent que vous pouvez, vous êtes écarté. Ce sont ces éléments-là que nous allons dire aux Guinéens. Nous allons dire aux Guinéens que nous voudrions que le droit soit mieux respecté dans ce pays. Que personne ne dorme avec l'inquiétude dans le ventre. Nous allons leur dire, pour inverser cette tendance, nous pensons que s'ils votent pour nous, nous sommes dans le Parlement, nous pourrions éventuellement proposer des lois pour réorganiser la société. Voilà, justement, M. Kanté, ma question s'adresse à tout le monde. Le problème d'éducation revient après vos deux interventions. Donc il s'avère que l'éducation est le socle de tout développement. Aujourd'hui, le constat révèle que l'éducation en Guinée a un très faible niveau, non seulement dans les universités et même dans les centres de formation. Vous, député à l'Assemblée nationale, quelles seront vos propositions pour vraiment relever le défi de l'éducation en Guinée? La question s'adresse à tous. Je vais commencer par la stratégie. Au fait, il est difficile de donner la stratégie, c'est notre arme. Et chaque parti politique a l'arme qu'il faut pour recouvrir, c'est-à-dire gagner le terrain. Nous pensons que nous sommes un parti transversal. Nous avons existé comme ça, l'Union des forces républicaines, à penser que la Guinée doit évoluer avec tous ses fils. Et c'est pourquoi se recroqueviller autour de l'ethnie ne peut pas faire évoluer le pays. Et nous comprenons la situation du pays dans ce sens-là. Parce que c'est la pauvreté qui fait cela. Parce que quand on est pauvre, nous pensons toujours que c'est notre proche qui peut nous aider à avoir de l'opulence, à nous aider à mieux vivre. C'est quand il a une position que nous pouvons arriver. Tout ça, c'est dû au fait qu'il y a une pauvreté, donc une mauvaise gestion de la chose publique. Nous estimons que les Guinéens doivent se réveiller maintenant, ça c'est dans notre communication, qu'ils doivent sauter le pas de l'ethnie pour tomber vers les personnes les plus qualifiées à gérer les affaires de l'État. Donc cette communication, nous la ferons. Sur l'étendue du territoire national, il n'y a aucune partie de la Guinée que nous allons laisser dans ce domaine. Nous allons œuvrer pour que les Guinéens comprennent, parce que nous l'avions dit en son temps. Ne donnez pas le pays à quelqu'un qui vient apprendre à gérer l'État. Donnez le pays à quelqu'un qui sait gérer l'État et qui peut nous faire rapidement avancer. C'est ce qui me fait tomber, me ramener dans la manière dont nous pensons gérer l'État à ce niveau-là. Dans la manière dont nous pensons gérer l'État, la formation et l'éducation dont on parle tantôt est au centre de notre préoccupation. Un pays qui n'a pas de cadre valable, capable de rehausser le niveau de la vie publique, des hommes, du développement, n'est pas un pays qui évolue. L'éducation. Donc, la formation. Après cela, nous pensons que concomitamment, nous sommes à mesure avec l'expérience, c'est pourquoi l'expérience est nécessaire.
dans la gestion de la chose publique, c'est plus varié. On ne peut pas prendre une partie et aller au bout. Ça urge. Le pays est pauvre, les gens sont appauvris, l'État est faible. Il faut faire beaucoup de choses en même temps pour permettre au pays d'aller de l'avant. L'éducation, la justice, les mines, l'agriculture, c'est des choses qui peuvent aller concomitamment, à des niveaux bien sûr, différents, mais qui peuvent marcher. Parce que les mines peuvent aider à financer l'agriculture. L'éducation peut aider à trouver des bons cadres pour l'agriculture, pour les mines, pour le développement de la science dans le pays. Donc nous estimons que dans notre manière de voir les choses, parce qu'il y a eu une expérience dans la vie, l'expérience est quelque chose. Nous avons devant nous un homme, avec des hommes, une équipe de personnes capables de donner à la Guinée quelque chose de nouveau. Et nous sortir de cette situation d'ethnostratégie qui est en train d'enfoncer notre État. Le pays n'a jamais été aussi mal en point dans ce domaine que maintenant là. Il faut le recours, il faut faire le pas. Donc nous estimons que l'UFR, avec les gens qu'ils ont, les personnes qui sont autour de l'UFR, peuvent faire la différence, aider l'État à mieux fonctionner. Aujourd'hui, il y a un président de la République. Nous nous battons pour être à l'Assemblée. Notre souci majeur à l'Assemblée, c'est de faire en sorte que le peu de temps qui reste, les dérives qu'il y a eu pendant tout ce temps, qu'on puisse les éviter pour le peu de temps qui reste pour les 2 années récentes. Cela dit à quoi? Ça nous permettra d'essayer d'aider à une bonne gouvernance, parce que nous allons surveiller, contrôler leur manière de faire, leur comportement. Je vous donne un seul exemple. Le chef de l'État a dit que j'ai englouti autant de millions, beaucoup d'argent dans l'électricité. Il n'y a pas eu d'électricité. Il le reconnaît. Mais il n'y a pas eu de correction. Il n'y a pas eu de sanction. C'est parce que l'expérience n'y est pas. La manière de faire n'y est pas. Donc ces problèmes-là, nous les intégrerons parce que le CNT qui se trouve à notre niveau aujourd'hui n'a même pas la capacité de former un comité de surveillance de ce genre d'outils, comme on appelle ça, un comité de, si je me trompe, prêtez-moi le terme, un comité qui doit permettre d'auditer et de voir comment les choses marchent au niveau de l'exécutif. Le suivi. Donc cela dit, voilà, une commission parlementaire. Voilà, exactement, c'est le mot que je termine, c'est ce que je recherchais, pour faire des suivis, contrôler ce qui se passe à l'Assemblée, par des hommes expérimentés que nous allons mettre à l'Assemblée. Si les Guinéens nous donnent une majorité à l'Assemblée, bien sûr, nous allons pouvoir les aider à éviter les dérives qu'il y a eu jusque-là. Voilà la possibilité que nous avons. C'est la seule chose et c'est la chance pour les Guinéens aujourd'hui de réfléchir et de comprendre qu'ils ont fait autant d'erreurs et qu'on a fait eu beaucoup de retard, qu'il faut corriger ces retards pour permettre au pays d'évoluer. Bien. Monsieur le représentant de l'UFR, nous nous tournons donc à Aminata Sangaré vers notre gauche. Notre question revient toujours. Quelle stratégie de campagne? Parce que c'est très bien tout ce que vous exprimez et nous suivons, c'est très bien tous ces programmes, mais il faudrait d'abord que le parti soit parmi les 114 fils de cette nation qui seront à l'hémicycle pour parler. C'est pourquoi je commence toujours par la stratégie de campagne. Quelle démarche pour que vos représentants soient parmi ces 114 députés à l'Assemblée nationale? C'est cela d'abord l'important. Et quel argument choc pour amener le peuple vers vous? La question de la stratégie, elle est fondamentale pour un parti politique, pour une structure politique. C'est très simple pour la NGR, c'est pas compliqué puisque nous savons pourquoi entrer dans la politique. Donc, premièrement, c'est de faire le diagnostic du malade guinéen.
La Guinée, elle est malade sur plusieurs plans. Donc les mots qui gangrènent la société guinéenne, on va dévoiler. L'insécurité, l'éducation médiocre, formateur médiocre, salaire de notre âge. Vous comprenez? L'insalubrité, j'en passe les meilleurs. Donc on va faire le diagnostic, n'est-ce pas, du malade guinéen. Et à travers ce diagnostic, on va expliquer aux citoyens guinéens que nous, la NGR, nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles ils évoluent, auxquelles ils sont confrontés, et que par conséquent, on va aller vers eux. Les meetings en constituent un premier facteur, un premier moyen stratégique d'aller expliquer au plus grand nombre, n'est-ce pas, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc, des meetings à l'extérieur. Nous avons aussi le facteur pédagogique. Nous allons expliquer à travers le verbe, à travers l'écriture, dans les journaux, n'est-ce pas, les problèmes qui gangrènent la société guinéenne. Donc il y aura en troisième lieu, nous avons le terrain. Nous irons vers les citoyens, nous irons dans les quartiers, dans les villages, les sous-préfectures, les préfectures, dans les régions, vers les populations souffrantes de la Guinée pour leur expliquer que nous sommes là pour les écouter et apporter une solution aux problèmes qui sont confrontés. Donc, 3 volets: diagnostic, explication pédagogique, orale et écrite. Évidemment, à travers vous, les médias, vous faites partie, n'est-ce pas, du 4e pilier aujourd'hui de l'État démocratique, même si ce n'est pas encore formel, mais les médias en font partie, vous faites un travail extraordinaire. Donc, sans vous, nous ne pourrions pas non plus toucher un maximum de citoyens pour les faire comprendre qu'ils ont des problèmes et que nous, à la NG, nous avons une solution appropriée. Donc, stratégie, voici les 3 niveaux qui nous concernent. Alors, maintenant, je ne veux pas déborder. Nous avons forcément les volets prioritaires qui concernent la Guinée. Et puisque la question n'est pas posée, je passe la parole à ma tante à côté. Non, je crois que vous pouvez évoluer parce que déjà depuis l'IFDG, les gens ont évolué dans leur programme. Si vous me permettez, je respectais, disons, la question sur les stratégies. Maintenant, nous avons chez nous à la NGR ce que nous appelons les 4 roues motrices. Qu'est-ce que ça dit? C'est que nous avons globalement 4 priorités fondamentales pour la Guinée. La première, c'est l'énergie. On ne peut pas prétendre développer un État, une nation, sans avoir un socle efficace d'énergie. Par conséquent, on mettra un accent approprié, un accent fondamental pour que la Guinée soit une fois pour toutes dotée de barrages hydroélectriques, puisque nous avons des cours d'eau les plus nombreux de la sous-région, je dirais même de l'Afrique, n'est-ce pas, pour que la Guinée puisse avoir du courant qui va nous permettre de vivre dans la clarté avec la lumière d'abord, mais aussi de produire. Le courant, ce n'est pas seulement pour la lumière, mais c'est aussi pour les industries. Produire ce que nous allons consommer, conserver ce que nous allons consommer pour ne pas que ça pourrisse, évidemment exporter éventuellement ce qui est à exporter. Donc l'énergie constitue, n'est-ce pas, le premier pilier, la première roue de la NGR pour que la Guinée soit enfin dotée d'infrastructures appropriées. Des solutions concrètes pour la réalisation de ce rêve? Ces solutions ne sont pas compliquées, M. Tass. Nous avons premièrement un diagnostic, Deuxièmement, nous avons la ressource humaine qu'il faut absolument cibler. Des techniciens compétents, capables de porter, n'est-ce pas, l'ambition de régler le problème. Deuxièmement, des moyens financiers appropriés à la hauteur de l'enjeu. Parce que le secteur de l'énergie, ce n'est pas un secteur banal. Mon frère Séquoia a parlé de millions, n'est-ce pas, qui ont été engloutis sans résultat. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'argent en Guinée, puisqu'on a remis à une seule personne, une seule tête, 440 millions de dollars. C'est que dans ce pays, il y a de l'argent. On remet de l'argent à quelqu'un sans qu'on fasse une expertise sur sa moralité, sur son expérience professionnelle. On donne gentiment, calmement 440 millions de dollars. Et avec les résultats que nous connaissons, qu'on a pris. Vous dites qu'on a donné à quelqu'un? On a donné à quelqu'un, vous le savez, vous écoutez dans le média, à quelqu'un, j'en passe. Toujours dit que troisième moyen pour faire face, n'est-ce pas, à ce domaine, nous aurons donc la technique, la technologie. Donc la ressource humaine, la bonne, pas la médiocre. Deuxièmement, les investissements, l'argent. Et troisièmement, la technique, la technologie. Et M. Abessila, notre président, qui est lui-même ingénieur électricien, en sait quelque chose. Donc, première priorité, l'énergie. La deuxième priorité, qu'on appelle la deuxième roue motrice de la NGR, c'est l'agriculture.
Je disais ici qu'un peuple affamé n'est pas un peuple qui a la dignité. Dis-moi ce que tu manges, tu dirais qui tu es. Par conséquent, nous devons absolument dans ce pays cibler des acteurs qui puissent produire et nourrir d'abord les Guinéens. Sans démagogie, que cela se traduit par des actes. La Guinée est un scandale agricole, Monsieur le Président l'a dit. Il a raison, il n'a fait que dire ce qui est évident. Et donc, par conséquent, nous, à la Niger, nous mettrons cette parole-là, cette phrase-là, en manœuvre. Deuxièmement, dans l'agriculture, on ne va pas produire pour consommer seulement, mais on va aussi exporter. L'agriculture aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, si le secteur était géré de façon ambitionnée, l'agriculture pourrait apporter plus que les mines. Ça, je vous le dis en connaissance de cause, puisque l'homme mange au moins 3 fois par jour, matin, midi et soir, alors que les mines dépendent des aléas des cours mondiaux, à Londres, à Paris, ou bien à Chicago, ou bien à New York. Donc l'agriculture, en mettant l'accent sur les produits d'exportation. Exporter, produits pour exporter afin de pouvoir apporter des devises qui pourront renflouer les têtes de l'État. L'accent sur l'agriculture interne et l'exportation. Le troisième volet, qu'on appelle la troisième roue motrice, ce sont les mines, justement. Les mines. Nous allons mettre en place des hommes et des femmes aussi, capables de pouvoir, une fois pour toutes, exploiter, gérer, et que les Guinéens puissent goûter aux bénéfices, aux dividendes, à la plus-value, n'est-ce pas, de ce secteur stratégique de la Guinée. Nous avons de la bauxite depuis 54 ans, on ne voit rien venir. On ne voit rien venir, nous sommes tous là, nous sommes tous les Guinéens. Où va l'argent? Donc la NGR a les mines, disons, dans sa priorité. Donc là aussi, on mettra, comme je l'ai dit, les hommes, les femmes, les moyens financiers, la technologie pour pouvoir exploiter les mines. Enfin, les transports. Un État sans infrastructure routière n'est pas un État. Il faut désenclaver la Guinée. La Guinée fonctionne depuis 1954 avec des routes coloniales. Nous ne cachons pas la face. Nous avons encore des routes coloniales dans ce pays. Or, ce pays est indépendant depuis 1958. Un État indépendant, un peuple indépendant doit être capable, n'est-ce pas, de pouvoir faire du nouveau, tracer de nouvelles routes dignes de son indépendance. Donc la NGR a dans son plan politique, son programme politique, des infrastructures nouvelles et adaptées à l'époque actuelle, le XXIe siècle, sans complexe. Et enfin, je vois que... Et enfin le tourisme. Donc le tourisme qui constitue aussi une manne financière pour la Guinée. Et donc on va, en désenclavant la Guinée à travers de bonnes infrastructures, nous allons pouvoir permettre aux Guinéens de pouvoir circuler, découvrir la Guinée qui est magnifique de la côte vers la forêt, la savane et vers le Fouta. Et enfin, pouvoir aussi séduire l'extérieur, séduire les étrangers, les pays voisins, les pays occidentaux, les asiatiques, américains, pour qu'ils viennent découvrir ce magnifique pays qu'est la Guinée. Voilà, Monsieur Abdoulaye Ba de la NGR. Ma question s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, vous parlez de la restructuration de tous ces secteurs. Et vous remontez même depuis l'indépendance. Et nous voyons que depuis l'indépendance, il y a eu des ratés. Et aujourd'hui, il se trouve que ce sont les mêmes cadres qui sont à la direction du pays. Et tous ces cadres guinéens aujourd'hui sont comptables du retard qu'accuse la Guinée aujourd'hui. Quelle sera votre stratégie à tout le monde pour détecter réellement ce que vous appelez les ressources humaines, cette perle rare, pour réellement changer la donne? Oui. Monsieur Django, vous avez à répondre à cela? Merci. Effectivement, vous avez touché le problème du doigt. Malheureusement, moi, je fais partie de cette génération et moi-même, je peux vous dire que je suis enseignant, je suis médecin, comme vous le voudrez, c'est égal à ce que vous allez dire. Mais ce qui reste vrai, c'est que la Guinée n'a jamais voulu utiliser ses cadres. La Guinée n'a jamais voulu utiliser les ressources humaines capables. Comme vous le dites, elle a utilisé toujours le même cadre et on a fait les mêmes fautes. Et on continue à faire les mêmes fautes. Alors, comme vous le dites, moi, ma première préoccupation, comme on le dirait, je suis diaspora, c'est ce qui plaît aux gens. Et quand je suis resté longtemps en Europe, je me suis dit qu'il faut que je revienne en Afrique de manière générale et surtout en Guinée pour voir comment apporter ma contribution
à la qualification de ce que nous faisons en Afrique. Alors la première des choses que j'ai eu à dire, j'ai dit il faut repenser à l'éducation, à la formation. Et ça, ce n'est pas à l'université qu'il faut le faire. Il faut aller déjà à la maternelle. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi-même j'ai créé une école que j'ai donnée à l'État. Et là, j'ai commencé depuis 2000. Donc ce n'est pas la politique maintenant là qui m'intéresse, c'est que c'est la réalité du pays. Et je me suis dit que tant qu'on n'a pas les hommes capables de penser, de réaliser, on ne peut pas parler de développement. Tout ce que nous disons ici, je m'amuse toujours à dire que tous les Guinéens parlent de l'or et de diamant. Effectivement, nos parents connaissent l'or depuis plus de 1000 ans. Nous exploitons l'or, mais aller à Séguéri, c'est encore la pauvreté. Donc ce n'est pas cette grande richesse dont nous parlons, ce n'est pas ces mines dont nous parlons, ce n'est pas ces choses-là qu'il faut utiliser, c'est l'homme qu'il faut utiliser. Moi j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne, je sais que là-bas il n'y a rien au point de vue social. Mais c'est la qualité scientifique, c'est le travail, c'est ce qui donne la bonne vie. C'est comme au Japon, c'est comme dans beaucoup d'autres pays. Alors, si vous me demandez quelle est ma stratégie, c'est effectivement, c'est montrer à la population ce que nous pouvons faire. Et je peux aller très loin, vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé de ceci et cela. Je vous dirais que moi, personnellement, depuis que je suis rentré en Guinée en 1996, j'utilise de l'énergie. Et je me fais moi-même mon énergie. Je me fais moi-même mon eau. Et c'est l'exemple que je vais donner. Et comment? Alors, j'utilise le solaire, par exemple. Le système solaire. Je creuse un puits, j'utilise une pompe que nous avons eu à préparer nous-mêmes, etc. Mais ça, c'est déjà un peu trop. Comme je le dis, je suis allé à la formation d'un village modèle. Vous avez tous entendu parler des OMD. En Afrique, vous allez vous promener partout, vous allez voir très rarement un village modèle. Et nous avons tenté de faire un village modèle. Et dans ce village, je peux vous dire aujourd'hui, nous avons du courant et de l'eau 24 heures sur 24. Donc c'est tout juste, c'est de montrer aux Guinéens qu'on peut être Guinéen et capable de réaliser quelque chose même en Guinée. Mais ça, c'est seulement par la qualité de l'homme. Je suis en réalité de la promotion à Diamafori, si j'étais resté à Guinée. Je peux vous dire que, contrairement à ce que tout le monde raconte, la Guinée, en réalité, est bourrée de cadres. Malheureusement, la Guinée a tendance à dire que ce n'est pas le premier à l'école qui est le premier de la vie. Et toute la conséquence de ce que nous avons ici, c'est ça. Nous n'avons jamais utilisé les vrais cadres. Nous n'avons jamais utilisé les premiers de l'école. On a toujours mis ceci-là à côté. On n'a pas demandé à l'université où j'enseigne de résoudre les problèmes que nous avons. Beaucoup de ces problèmes pouvaient être résolus en utilisant les universités, en utilisant les chercheurs, en utilisant les cadres que nous avons de l'extérieur, venus de l'extérieur, venus, je dirais, des États-Unis, de l'Allemagne, des autres pays. Quand nous étions à l'université dans les années 73, on a envoyé plus de 1500 personnes à faire l'ingénierie, donc les ingénieurs. Comme vous voyez, on a plus de 10 000 ingénieurs en Guinée. Où ils sont tous? Qu'est-ce qu'on en fait? Beaucoup d'ingénieurs agronomes, par exemple, on parle de l'agriculture, ils sont dans les bureaux. Aucun ne fait l'agriculture. Donc, il faut trouver les moyens d'utiliser les choses que nous avons directement. Et comme je le dis, il faut qualifier les gens pas à pas. Donc, partir de la maternelle, avoir une bonne formation maternelle, aller à l'école primaire, aller au collège et ne pas toujours penser à préparer des journalistes comme vous, ou alors des sociologues, ou alors des historiens, ou ceci et cela. Il faut penser à la technique. C'est la technique qui nous manque. La technologie nous manque, on le dit. Tout ce qu'on est en train de faire ailleurs, nous pouvons le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est parce qu'on ne nous a pas donné une responsabilité. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur Diango. Vous voulez dire que l'éducation aujourd'hui, la formation à l'école,
que les filières scientifiques sont laissées au détriment de celles littéraires. Quand on voit le Japon, qui est un exemple qui illustre aujourd'hui depuis 1945, avec la bombe atomique, on a vu comment ce pays a émergé. Donc, est-ce que vous avez des stratégies pour réorienter l'éducation justement vers les filières scientifiques pour relever le défi? Exactement, c'est ce que je vous dis. Nous avons déjà commencé dès le départ. Et déjà, à partir de la 7e année, nous allons voir les arts qui sont capables d'aller dans différents domaines. Et à partir de la 11e année, la même chose, on va orienter et on va favoriser. J'avais même voulu créer ce qu'on appelle ici les écoles spécialisées. Mais je voudrais comprendre quelque chose. Ceci est une stratégie du représentant de l'UNED ou du parti UNED? C'est une stratégie du représentant de l'UNED et du parti UNED, parce que le représentant de l'UNED fait partie de ceux qui ont pensé sur le parti. Donc c'est une stratégie que nous voulons efficace, que nous sommes sûrs que c'est seulement avec ça qu'on peut développer un pays. Ce seront vos propositions donc à la future Assemblée nationale. Oui. Comment vous allez y parvenir d'abord à cette Assemblée? Il faut que vous soyez représenté. Ouais, quelle stratégie pour vous et quel argument vous allez faire pour que le peuple vous comprenne et vous soutienne? La stratégie, on l'a déjà dit, nous allons expliquer aux gens et leur montrer sur le terrain, comme nous allons sur le terrain, nous sommes vraiment actifs, comme je le dis depuis 13 ans, je suis homme qui cherche à aider la population pauvre. Donc, nous allons partir directement sur le terrain et leur dire voilà ce qu'il faut et voilà où vous êtes. Je vous ai déjà dit que j'ai vu des villages que j'ai cessé de voir il y a 50 ans, ça n'a pas bougé. Donc, je vais leur montrer qu'avec nous, on n'a même pas besoin de 2 ans pour que ça bouge. Parce que nous allons faire les choses directement sur le terrain. J'ai donné un exemple dans un village où j'ai fait il y a une semaine. Je suis parti, j'ai fait pour faire 60 km, j'ai fait 8 heures de temps avec une pick-up. Alors que le village a plus de 3000 habitants. Le village n'a même pas d'école. Le village a un centre de santé construit par une organisation où il n'y a pas d'infirmier. Il n'y a personne pour le faire. Alors je leur ai directement promis que je leur envoie une aide de santé. Parce que c'est nécessaire qu'un village de 3000 habitants ait quelqu'un qui pourra s'occuper des problèmes qui secouent aussi. Mais ce que nous ne comprenons pas, M. Django, c'est que vous cherchez à venir à l'Assemblée nationale. Oui. Et vos propositions seront pour l'Assemblée nationale. Tous ces financements, tous les projets que vous avez, c'est vous parlez en attendant que ce soit l'État ou bien c'est personnel, c'est votre intervention. Puisque généralement ce que vous dites, ça nous amène à croire que c'est votre intervention personnelle. Je ne vois pas l'UNED là. Non, c'est l'UNED qui est là-dedans. L'UNED est là-dedans parce que je suis là-dedans. C'est un. Et comme je vous le dis, j'ai mes possibilités d'aider au minimum. Et j'aiderai aussi le gouvernement. Je vous ai déjà dit que j'ai donné mon propre terrain à l'État pour installer une école. C'est justement pour chercher à ce que l'État ne se bloque pas pour un petit problème. Donc, quand on vient à des choses comme ça, c'est nécessaire d'avoir une stratégie, comme on l'a dit tantôt, mais c'est surtout savoir ce qu'il faut atteindre. Et moi, j'ai toujours l'impression que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on fait des beaux discours, on fait des beaux programmes, des contests, mais la réalisation n'est pas là. Alors, pour réaliser ça, il faut utiliser les hommes qui ont la qualification nécessaire. Oui, je voulais venir maintenant à Mme Adia Fatou Camara du Parti de l'Unité et de la Solidarité en Guinée. Elle est candidate à l'uninominale à Matoto. Aujourd'hui, elle clame haut et fort que les femmes sont laissées pour compte, qu'elle clame la parité au sein de l'Assemblée, au sein des instances de prise de décision. Mais madame, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne devez pas lancer cet appel à vos camarades femmes que d'abord la formation s'impose. Depuis tout ce temps, nous parlons d'éducation et de formation. Ce n'est pas seulement clamer son droit, mais faut-il en être capable. Quel est votre message, vous, députés à l'Assemblée nationale? Quels seront candidats à la députation? À la députation. Vraiment, la population guinéenne femme est très dévouée, vous-même vous le savez. Et sur le terrain, si on dit que la femme guinéenne
nous leur faisons appel seulement, mais ils connaissent leurs droits et leurs devoirs. Le devoir est là et le droit est là. Le devoir est déjà, le droit est déjà brimé. Le devoir, ils sont en train d'exhiber parce que il y a nous sommes 53% de la population. Et vous voyez, nous sommes la base de la paix en République de Guinée. Nous sommes le baromètre de la paix en République de Guinée. Et si vous voyez que tous ces hommes-là aujourd'hui, tous ces partis politiques-là aujourd'hui peuvent se prononcer dans les gros mots en langue française, vous avez vu des femmes analphabètes qui sont à la base, qui sont laissées en compte. Donc moi, le parti est créé par des femmes entrepreneurs. J'ai des femmes mécaniciennes qui sont parmi nous. Il y a quelques-unes qui sont là. J'ai des femmes qui font l'habitat, je veux dire le bâtiment. Il y a des femmes qui font l'agriculture rurale. Il y a l'extrait d'huile. Il y a la saponification, le groupement de saponification. Donc, le lancement d'appel, vraiment, je le fais tout simplement parce que je me suis présentée. Il faut que nécessairement qu'elle vienne au secours, au lieu de vote. En ce qui concerne à l'heure là, et notre statut, le statut du parti. Le parti là se pose d'abord sur les principes intangibles de la lutte pour la liberté, pour la démocratie, de l'État de droit. Les femmes, nous savons, je parle de femmes, parce que si tu parles femmes, tu as parlé des 53 de la population de la République de Guinée. Je me le répète. Les femmes créent l'unité entre les enfants, entre la famille et l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, on a parlé de tout. L'environnement, nous parlons de santé, nous parlons de l'hygiène, cela veut dire santé. Nous parlons, je crois que je ne peux citer que ça ici, et j'ai à l'idée. Le civisme, surtout en République de Guinée, nous devons parler de civisme. Le civisme n'est pas respecté en République de Guinée. Les hommes accusent les femmes en disant que c'est la faute aux femmes parce que les enfants n'ont pas d'éducation de base. Mais nous nous posons la question, à qui la faute en République de Guinée? Tout ce que nous sommes en train de subir à l'heure là. Nous parlons d'ethnie. La cause du problème d'ethnie, ce n'est pas une femme. Parce que la femme peut marier un homme qui sait. Une femme peut se marier à un homme qui sait. Et une femme peut se marier à un cognac. On ne peut pas dire que le problème d'ethnie est posé au niveau des femmes. Nous, la faute ici est à la population guinéenne. Nous les sensibilisons pour le civisme. Nous sommes structurés de la base au sommet. Nous avons des comités de base qui est gouverné par une femme entrepreneur qui n'est pas assise dans un bureau, ne pas connaître les problèmes femmes sur le terrain, le problème de la République de Guinée sur le terrain. Ces femmes-là, elles sont là pour sensibiliser, à faire venir beaucoup de personnes pour voter pour nous, pour que nous soyons à l'Assemblée. Et si aujourd'hui vous étiez à l'Assemblée, la question maintenant revient à tout parce que nous allons vers la fin de cette émission. Si vous étiez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée c'est d'abord le vote des lois. Quelle loi
une seule, vous trouvez Eh bien, que vous aurez proposé à améliorer. La ou loi à que moi imposer. je proposerais à améliorer, c'est d'abord penser aux femmes. Je leur dirais de faire venir beaucoup de femmes dans les instances de prise de décision et de faire de nommer beaucoup de femmes ministres, beaucoup de femmes ambassadeurs. Les prérogatives des femmes, qu'on leur donne, qu'on les respecte dans les familles. Les femmes sont battues par ces hommes. Les femmes sont... Il n'y a pas de mal. Donc si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous, votre défense, c'est les femmes. Pour le moment, c'est les femmes. Le droit à femmes. Fouretas, tout à l'heure... Oui, parce que si vraiment que le droit femme, le panier de la ménagère, le droit femme est sur table et c'est arrangé, je crois que les 90% des anomalies, des principes de la République de Guinée est déjà arrangé. Merci beaucoup. Merci Mme Fatou. Moi je rebondis sur la question, rapidement oui, sur la question de civisme que vous avez évoquée tout à l'heure. C'est vrai que quand vous parlez de civisme, la question s'adresse à tout le monde. On parle aussi de sécurité. Et ces dernières années, nous avons vu combien notre pays a été victime du soubresaut en matière d'insécurité, qui est provoquée souvent même par des leaders politiques avec les marches insistantes que nous avons vues. Et nous avons vu que ça a revulsé certains opérateurs économiques à venir vraiment s'implanter. Aujourd'hui, vous, députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous préconisez pour réellement corriger cet état de fait, la sécurité des citoyens et de leurs biens? Voilà. Nous allons leur dire d'insérer l'unité nationale pour bannir à jamais tous fléaux sociaux qui divisent la Guinée. Oui, monsieur Ba? Oui, oui, madame a raison, effectivement, mais le timing est extrêmement court pour pouvoir aborder tous les problèmes qui rongent le pays. Mais pour rebondir sur la question du civisme, effectivement, la Guinée a un réel problème d'indiscipline. Il suffit que vous preniez votre voiture et que vous empruntiez une route ici, les insultes, les klaxons fuient sur vous. Moi, j'ai vu qu'en Occident, je pense que c'est pas comme ça là-bas. Ici, il faut faire attention, autrement on vous tabasse. Donc c'est un grand problème. Alors, mais c'est quoi? C'est qu'il y a deux volets. Premièrement, c'est d'abord la famille. La société familiale, qui est, disons, le socle de la société, d'ailleurs qui est un des facteurs de la NGR. Nous mettrons un accent fondamental sur la famille, puisque la société humaine a pour fondement naturel la famille. Donc l'éducation à la base, dans la famille, pourra être absolument accompagnée. La loi de la NGR portera sur la famille. La loi, non, je ne dis pas la loi. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Oui, quelle loi vous auriez souhaité améliorer à l'Assemblée? C'est très simple. Donc, nous avons, la question est très simple. D'accord, ok. Donc nous avons donc deux volets, comme j'ai dit. Donc à l'Assemblée nationale, si une loi est proposée par un député NGR, elle portera donc sur deux volets. Premièrement, renforcer l'éducation familiale, participer à aider les familles, pères et mères, à bien éduquer leurs enfants, n'est-ce pas? Deuxièmement, par la punition. On ne peut pas être une société humaine sans avoir des sanctions. Donc l'État utilisera sa fonction régalienne de sécurité de la loi pour pouvoir punir toutes les personnes qui enfreindraient la loi. Donc deux volets, assister les familles à pouvoir mieux gérer les enfants, à les mieux éduquer, mais en amont mettre en branle la loi qui est, disons, le socle de la société humaine, donc la sanction pénale, civile ou éventuellement disciplinaire. Oui, bon, effectivement, nous sommes d'accord que nous avons un problème de civisme en Guinée et que c'est quelque chose qu'il faut régler. Qu'est-ce que nous allons apporter? D'abord, on va chercher toujours à augmenter la qualification de la formation des jeunes. Comme on le dit, la formation commence naturellement dans la famille. Et elle doit continuer à l'école, au préscolaire. Ainsi, on doit envoyer, nous avons proposé par exemple de faire, comment on appelle ça, le cours pour l'état civil, déjà à partir du primaire. De toute sorte que les gens arrivent à savoir qu'est-ce qu'ils doivent respecter. Déjà, les gens doivent savoir comment respecter les parents.
on a déjà dit. Et effectivement, actuellement en Guinée, quand vous allez dans un car ou n'importe où, vous allez voir une femme arrêtée, les jeunes sont assis. Ou alors un vieux est arrêté, les jeunes sont assis. Et tout ça, ça doit commencer déjà dès la base, dans la famille. Quelles sont les autres lois que nous aurons bien voulu soumettre? C'est justement dans le cadre d'élévation du budget de l'éducation, le budget de la santé, le budget de la formation technique. C'est des choses que nous considérons fondamentales parce que si nous prenons le budget de la santé, c'est ça. Nous prenons le budget de l'éducation, c'est encore ça. Et tous les autres domaines, donc il faut rehausser la valeur de la formation. Donc pour l'UNED à l'Assemblée, en tant que député, on proposera des lois pour l'éducation, la formation de l'homme capable et puis aussi la santé, le relèvement des budgets de certains secteurs sociaux. UFDG. Mais je voudrais rapidement dire 2 mots sur la stratégie, parce qu'il y avait des choses que j'avais dit, je crois que quand même l'occasion est opportune. C'est que l'une des techniques en matière de stratégie pour vraiment gagner des élections, c'est les alliances. Il est bon donc que l'opinion sache que l'UFDG a des alliances qui sont importantes. J'ai un de mes partenaires qui est à côté, c'est l'UFR, c'est-à-dire que tout ce qui concerne la base Guinée, à l'urinominal, l'UFDG et l'UFR iront avec le même candidat, soit de l'UFDG ou celui de l'UFR. Conakry et toute la base Guinée. Ce qui concerne la moyenne Guinée, l'UFR viendra avec l'UFDG, de même que le RDIC, de même que le PDS, soutiendront tous les candidats de l'UFDG sur toute la moyenne Guinée. Et en ce qui concerne la région de Kankan, l'UFDG viendra avec un soutien à tous les candidats nominés du PDS. Et y compris Béla. En ce qui concerne Massanta, Gekedou et Kisikri, l'UFDG soutiendra les candidats éliminés du RDIC. En ce qui concerne le triangle de la Guinée forestière, ce sera le soutien à Jean-Marie Léré de l'UPG. UPG. Donc c'était bon de savoir, je crois que c'est assez capital de mettre en synergie nos forces pour que vraiment tous, nous voir la mouvance qu'on puisse accéder au pouvoir. Maintenant, quand vous demandez une loi, on ne peut pas. Les lois Les lois, ici, c'est que vous avez tous les secteurs de la vie guinéenne méritent qu'on s'y adresse. Donc, il n'y a pas un cas particulier. Le plus important, tout ce qui a été dit, civisme et tout ça, c'est que jusqu'à présent, la Guinée n'est pas un état de droit. Ça, c'est le plus important. S'il n'y a pas de règles qui régissent le comportement des gens dans la société, si chacun veut faire ce qu'il veut, dans tous les sens, et qu'il n'y a aucun recours, ce n'est pas la justice, vous ne pouvez pas aller vous prendre à la police, vous ne pouvez pas aller vous prendre à une gendarmerie, si vous n'obtenez pas quelque chose, ça ne peut pas aller. Donc selon vous, on réécrit toutes les lois? Non, elles sont passées au peigne fin. Je dis, il faut repenser. Je vous donne un exemple très simple, qui est anodin. Dans la circulation routière, il y a un embouteillage, vous voyez un officiel qui remonte en sens interdit. Que pense le citoyen? C'est-à-dire que les lois, c'est à 2 vitesses. Et tant qu'on est dans un pays où les lois sont à 2 vitesses, monter le budget de l'éducation, monter ceci, monter cela, parler de l'énergie, parler des mines, on n'ira nulle part. Donc nous nous adresserons à tous les secteurs, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la sécurité, que ce soit le secteur social, que ce soit le secteur économique, que ce soit le secteur culturel, que ce soit le sport, le problème d'emploi jeune. Partout, je crois qu'il y a des choses à faire et il y a du pain sur la planche pour redresser ce pays. Mais madame a dit quelque chose qui est très important, sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'elle a parlé de la sécurité ici, qui a été même menacée par certains leaders, qui a été mis en jeu par certains leaders. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne par rapport à ce problème de marche, parce que c'est le problème qui est évoqué. Vous avez la loi qui vous dit que si vous n'êtes pas d'accord avec les gouvernements, vous avez une panoplie de recours, dont entre autres la manifestation. Maintenant, qui gâte
C'est celui qui est parti dans la rue ou bien c'est celui qui tue celui qui est dans la rue? Vous ne pensez pas que nous sommes sortis des programmes croisés de la campagne? Oui, ça a été un dérapage de questions. Nous pouvons évoluer, nous sommes maintenant à la fin de cette émission parce que sinon nous allons remettre tout un débat qui n'est pas dans le programme de campagne. Voilà, bien, pour l'UFD, nous ne sommes pas imaginaires, nous sommes concrets. Nous ne voulons pas tenir des promesses parce que nous savons que le pays ne se développera pas par une baguette magique. Nous disons ceci, lorsque nous serons au Parlement, nous allons proposer des lois qui aideront à repenser la société guinéenne, notamment. Je vais citer quelques-unes, c'est beaucoup, comme le temps ne nous permet pas, je ne vais pas me mettre à citer tout, mais nous disons que nous devons renforcer le droit civil. Et plutôt, réformer plutôt, nous allons proposer la réforme du droit civil en renforçant le droit de la femme et de la famille. Nous allons réformer le code du travail et la protection sociale du travailleur. Nous avons parlé de la formation tout de suite. Si l'enseignant n'est pas bien payé, il n'est pas motivé. Et s'il n'est pas motivé, il n'est pas bien productif. Il est susceptible de corruption. Et en ce moment, l'élève en profite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les cadres qui sortent de nos universités sont médiocres. Ils sont essentiellement médiocres. C'est vrai, il y a eu des cadres qui ont été formés chez nous. Mais je vous assure, les dernières promotions qui sortent là, il reste à désirer. Si nous ne repensons pas la situation des formateurs, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous disons, nous allons proposer la loi valant statut de communauté guinéenne à l'étranger. Dans les autres pays, ces communautés guinéennes à l'étranger renflouent les caisses de l'État. Ici, chez nous, les communautés guinéennes à l'étranger, d'ailleurs, ils ont du mal à rentrer parce que quand ils rentrent, on les arnaque à l'aéroport. On les prend tout ce qu'ils ont. Ça, ce sont des choses à revoir. Nous allons proposer une loi pour la réforme du code pénal, pour la protection accrue et efficace des fortunes publiques. Parce que vous le savez, notre leader, le président Mamadou Baba Diko, a été le seul pendant les élections présidentielles à présenter son patrimoine. Donc vous avez toute une panoplie de lois que vous proposez. C'est pas fini. Nous sommes plus important est à venir. Plus important est à venir. C'est la réforme de la législation en matière de marché public pour mieux en fait garantir la saine concurrence entre les différents investisseurs. Parce que vous le savez, aujourd'hui, il y a des compagnies qui viennent, qui prennent un domaine, on les alloue, on dit voilà, ils ont acquis le contrat, demain, après-demain, c'est un autre qui vient, qui paye plus, et puis on prend avec l'autre, on donne à l'autre. Tant que la Guinée marchera comme ça, nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous pensons que les Guinéens et les Guinéennes croiront finalement, en tout cas pour une fois, à ce qu'ils disent la réalité et ils voteront pour nous pour qu'arrivé à l'Assemblée, nous changeons la physionomie de ce pays parce que la Guinée n'a pas droit à souffrir. Dieu nous a tout donné, mais nous manquons de tout. Oui, bon, je dis, d'abord je dois préciser que l'Assemblée, c'est pour voter des lois et surveiller l'action du gouvernement. Donc on ne peut pas bâtir la Guinée à l'Assemblée, mais on peut aider à ce que la Guinée soit bien bâtie. C'est ça l'objectif de l'Assemblée. Donc il y a deux volets. Il y a la proposition du gouvernement sur des lois que nous allons veiller, voir si ça arrange le peuple, on porte ces lois. Il y a nous-mêmes qui pouvons proposer des lois. En ce sens que nous sommes là pour voir les tares, les erreurs du pouvoir dans des domaines bien précis. Nous proposons des lois. Donc nous pensons repenser les lois sur la gestion publique. Et qui dit gestion publique parle de gouvernance, parle du personnel utilisé pour la gouvernance. Je vous donne un cas, il n'y a pas de plan de carrière en Guinée. Et c'est pourquoi les Guinéens, les jeunes, les cadres guinéens sont devenus des béni-oui-oui. C'est parce qu'ils risquent de perdre leur place qu'ils sont obligés de faire du n'importe quoi pour pouvoir rester. Il faut qu'il y ait des plans de carrière dans ce pays-là. Il faut que la justice soit tenue.
Et c'est là que je parle beaucoup de l'indépendance de la justice. Les lois concernant la justice, nous devons faire en sorte que ça soit garanti pour permettre aux Guinéens de ne pas avoir peur de la justice et de permettre à ceux-là qui pensent qu'ils sont les super-hommes, supra-hommes, qui puissent être sanctionnés et que les Guinéens puissent voir. À partir du moment où nous arriverons à mettre ces lois en place et que nous verrons à l'application de ces lois, je vous dis que l'État guinéen va retrouver son chemin du développement. Voilà notre objectif et c'est pourquoi nous demandons aux Guinéens de voter pour l'UFR, de voter pour Sidya Touré, parce qu'il en a la capacité, il en a l'expérience, il l'a prouvé ailleurs, il a commencé à le prouver en Guinée. 1996, 98, les Guinéens, je me rappelle bien M. Fodetas, son éditorial sur l'arrivée de Sidya Touré, c'est vous-même qui étiez là en tant que journaliste en plus. Donc l'homme est venu. J'ai été là pour beaucoup d'autres. Oui, pour beaucoup d'autres, mais pour lui aussi, vous étiez là, de toutes les façons. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de l'expérience, on a besoin de la compétence pour amener la Guinée de là-bas. Si j'ai quelques mots à dire, c'est ce que je dois dire aux Guinéens et à vous les journalistes. Merci beaucoup. Donc nous étions avec le représentant de l'UFR. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous avez compris. Aujourd'hui, c'est la première manche de l'émission Programme croisé dans cette campagne pour les législatives de 2013. Aminata Sangaré, nous avons reçu sur ce plateau. Ah oui, nous avons reçu donc sur ce plateau M. Barry Saikou Yaya, qui est secrétaire national des jeunes de l'Union des... Oui, 5e sur la liste donc, de l'Union des forces républicaines. Ensuite, M. Daouda Kanté, chargé de campagne à l'UNED, entendez, Union des forces démocratiques. M. Aliou Kondé, secrétaire général du parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. M. Abdoulaye Ba, chargé des affaires politiques et de la stratégie à la NGR, Nouvelle Génération pour la République. Madame Fatou Kamara, présidente du parti, candidate à l'uninominale à Matoto, parti de l'unité et de la solidarité en Guinée. Et M. Django Keita, secrétaire aux affaires extérieures, candidat à l'uninominale de Dalaba, il est de l'UNED, entendez, Union nationale pour l'égalité et le développement. Voilà, c'était là donc nos invités aujourd'hui pour les tests. Programme croisé, c'est donc ce programme de la radio-télévision guinéenne en collaboration avec le Conseil national de la communication. Et chaque dimanche ici sur les plateaux de la télévision guinéenne, 8 partis politiques tout le long de cette campagne de 2013. Prochainement, nous serons avec les partis ci-après et l'enregistrement, je vous le dis maintenant, ça sera mercredi à partir de 10h ici à la RTG Kodoma. Le GPT, le PIP, la GCI, le GDD, le PTS, le groupe GRUP, l'UNR et le Frondeg. Ces partis donc nous conduirons leurs représentants le mercredi ici sur le plateau de la télévision nationale. Je dis donc merci à nos chers invités. Merci M. Silla. Merci à vous, amis téléspectateurs, amis auditeurs de la radio nationale. Vous étiez donc avec le Conseil national de la communication et la radio-télévision guinéenne dans la campagne pour les législatives 2013. Bonsoir à tous.